à tous. Donc, la Fédération française du paysage est très heureuse ce matin d'avoir à la tribune des expériences de paysage Rainer Stengue, qui est donc paysagiste français, puisqu'il a eu son diplôme de CESP à l'école du paysage en 89. C'est un paysagiste aussi, bien sûr, européen et francophone, qui donc travaille à Oslo au sein de l'agence Dronninga. C'est aussi un paysagiste international et qui est président de la Fédération des paysagistes norvégiens. Ils sont 1000 membres. Et puis qui va donc, pour l'année qui vient, présider aussi la grande assemblée de l'IFLA à Oslo. Donc ce matin, il a choisi de nous présenter un de ses projets qui est sur Oslo. Donc il va nous parler de la magie de la rivière, du ruisseau qui descend jusque dans le fjord. Et je voulais te dire juste avant qu'on commence qu'en France on a un dicton qui dit les petites rivières, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Voilà. Et donc j'ai regardé la traduction en norvégien. Små bækkeljar står elever. Pour faire un petit effort. Allez, à toi. Merci Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler de comment des petits ruisseaux dans une petite capitale, dans un petit pays, peut être un sujet intéressant pour une grande capitale comme Paris. Et moi, je pense que c'est incroyable pour moi qu'il y a presque 100 personnes ici qui veulent rester enfermées à écouter à une conférence un samedi matin, un bon samedi matin. C'est vrai, je suis un paysagiste français aussi, merci. J'avais presque oublié, mais aussi norvégien, qui a été formé, entre autres, à Versailles. J'ai travaillé chez Alexandre Chemetov et Atelier Courageux. Et il y a des collègues aujourd'hui ici, de cette époque, des années 90. Oui, et après, j'étais rappelé par ma patrie. J'ai travaillé pour Snueta, qui vient d'ouvrir hier, une nouvelle agence ici, à la rue Renard. Pendant 13 ans chez eux, avant de fonder ma propre agence en 2005. Dronninga est une agence de paysagistes basée à Oslo. Le nom veut dire paysage de la Reine, parce que l'agence se situe à la rue de la Reine, au centre-ville, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui 16 paysagistes, plus l'administration, 10 nationalités, en tout, qui tout parlent le scandinave. C'est obligatoire. Nous participons parfois à des concours à l'étranger, mais tous nos projets réalisés et nos chantiers sont pour le moment en Norvège. Mais où sommes-nous exactement? Qu'est-ce que c'est la Scandinavie? Donc c'est un peu la géographie pour commencer. Et les pays nordiques, c'est quoi? Alors, la Scandinavie est formée de 3 pays des 3 couronnes, la Norvège, la Suède et le Danemark. Le Groenland et les îles Féroé font partie du Danemark. Le Svalbard au grand nord, des îles arctiques, celui de la Norvège. En plus, c'est la Finlande et l'Islande. Le tout forme les pays nordiques. Ce qui nous fait une population de 27 millions de personnes qui partagent une base commune de culture, de l'histoire et de langue, car tous les Scandinaves apprennent les langues scandinaves à l'école, de la frontière avec l'Allemagne au sud jusqu'au Svalbard au nord. Oslo est la capitale de la Norvège, à plus de 1500 km de Paris. Si un jour certains d'entre vous viendront à Oslo, je vous conseille de prendre le train jusqu'à Kiel, au nord d'Allemagne,
en passant par Cologne et Hambourg. De là, remonter le Danemark et la Suède en bateau ou en train dans les terres. Vous traversez des beaux paysages de cette partie de l'Europe en 1 jour et demi. Ou alors, vous pouvez aussi faire comme j'ai fait hier, prendre un avion de 2 heures. En tout, j'ai mis 5 à 6 heures de mon agence jusqu'à vous, à Arsenal. La Norvège est célèbre pour ses fjords. Mais qu'est-ce que c'est un fjord? Chez nous, on appelle le fjord la route nationale 1, dans le langage populaire. Les fjords les plus spectaculaires se trouvent à la côte ouest de la Norvège, là où la mer est entrée dans les terres. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer des images dramatiques des grands fjords. Je vais plutôt vous parler de petits ruisseaux. Je viens de la campagne d'une famille modeste et j'ai agrandi dans la Norvège d'avant la découverte du pétrole. La vie était loin d'être luxueuse. On allait gambader, jouer dehors dans la nature toute l'année, qu'il fasse plus 30 ou moins 30 degrés. Nous passions des jours entiers à jouer le long des ruisseaux. L'eau ruisselante n'est jamais ennuyante, l'eau qui clapote, qui jaillit, qui gèle. Le plus grand nombre de moules perlières rares en Europe se trouve exactement ici. Il est associé à la truite et au saumon atlantique, car les larves de mollusques sont réputées non pouvoir se développer qu'à l'abri des branchies de ces poissons, et uniquement de ceux-ci. La moule perlière d'eau est une mollusque des rivières claires d'Europe, de Russie, du Canada et de la façade des États-Unis. C'est une espèce connue pour sa durée de vie exceptionnelle. Plus d'un siècle, juste à 3 siècles, a été rapporté. Mais qui est au bord de l'extinction, bien que protégée. Plus de la moitié des moules perlières européennes se trouvent en Norvège, ici. Le peintre norvégien le plus connu, Edvard Munch, ou Munch, comme on dit en français, vivait juste à 15 km de ma campagne. Ici, il a dépeint un ruisseau norvégien un jour de printemps. On y voit le ruisseau comme un reflet du ciel. Les herbes brunes de l'année précédente et les collines verdoyantes autour. L'arbre à muguet est déjà vert, tandis que les ormes, qui sont d'une nuance violette, à côté de la grange couleur rouge. C'est un paysage typique des régions rurales des basses terres de l'est de la Norvège. À partir d'un petit ruisseau, comme ça, comme il a peint Munch, dans ce paysage culturel, j'ai construit 10 petits barrages, chacun d'environ 30 cm, avec une pente au centième, qui forment un tout petit parc d'eau que les animaux adorent. La palette végétale est issue d'essences locales et j'ai planté moi-même pendant 30 ans et depuis les 20 dernières années avec mon mari. De tous les projets que j'ai ou mon agence a réalisé, c'est celui-ci que les gens aiment le mieux et qui n'a coûté rien en plus, presque, sauf mon propre énergie. J'ai compris que ce n'est pas simplement un parc à la campagne, mais c'est aussi la restauration d'un écosystème. Ma méthode, ainsi que d'autres paysagistes, est de chercher les possibilités de créer de nouveaux cours d'eau. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Revenons à Oslo. Elle était, c'est vrai, une petite capitale de la Norvège au Moyen-Âge, mais avec la domination successive du royaume danois puis suédois,
Oslo est restée une ville provinciale avec uniquement 30 000 habitants il y a 2 siècles. Et jusqu'à 1 million aujourd'hui. Donc la couleur blanche, c'est la ville. Cette carte nous montre très bien la topographie de notre ville avec les monts au nord et le fjord avec ses îles au sud. On va parler plus particulièrement du ruisseau Ovin dessiné en bleu et le parc de Bjerkedalen entouré en rouge. La Norvège a uniquement 5,3 millions d'habitants. La moitié de la population norvégienne habite dans la région autour d'Oslo. Une ceinture verte de résineux limite l'espace bâti. Oslo se situe topographiquement dans un amphithéâtre orienté au sud et protégé des vents du nord vers le fjord. Il y a un sol calcaire qui crée de nombreux petits vallons. Et dans chaque vallon se trouve un ruisseau ou une petite rivière qui prennent leur source dans les lacs de la forêt qui coulent à travers de la ville, ici en blanc, jusqu'au fjord. Pendant plus qu'un siècle, la ville a composé une structure de parcs et de promenades avec ses 12 affluents. C'est une politique de parc très populaire qui mérite d'être reconnue même un samedi matin à Paris. La forêt qui entoure Oslo est une forêt un peu presque mystique en hiver. C'est mon mari là qui marche. Mais où tous les autres habitants aussi pratiquent le ski, qui est notre sport national. On peut traverser de kilomètres et de kilomètres en ski. C'est un peu comme les promenades en français. Les Norvégiens adorent de skier, on dit. Faire le ski. Marcher sur ski, ils disent, carrément. On marche à pied, on marche en ski. Et je pense qu'on peut... Souvent, les pistes sont reliées de commune en commune et on peut traverser des longues distances. Je ne sais pas si on peut traverser tout le pays, si on le souhaite. La prochaine fois, je veux savoir ça. Mais dans cette forêt, nous avons de nombreux lacs pour se baigner en été. Et on se baigne, et l'eau n'est pas mal. On se salue en disant qu'elle est bonne l'eau. Au lieu de dire bonjour, on dit bonne eau. De ces plans d'eau, de toutes tailles, les affluents ruissellent à travers toute la zone urbaine, en cascade, rapide, étang, etc. C'est un matériau formidable pour nous, pour tout le monde, pour les paysagistes, architectes, pour tout le monde. Tout le monde est attiré par l'eau. Ça rallie tous les... c'est polytechnique et ça relie tout le monde. Et il n'y a pas de frontières non plus, car l'eau coule tout le temps. Mais il y a toujours quelqu'un avant nous. L'aménagement d'eau est une longue tradition. Ici, nous sommes dans le célèbre parc de sculptures de Vigeland, que vous avez peut-être vu, avec des personnages en granit très, qu'est-ce qu'on dit, hyper classique, peut-être, fait dans les années 30. Mais la rivière Frogner, on ne parle pas beaucoup de cette rivière, mais elle est aménagée à un petit lac. Il y a 100 ans. Voilà. Maintenant, je vais parler de ce que je veux parler, justement. Ça prenait un peu de temps. Mais c'est un ruisseau Ovin. C'est un des plus petits d'Oslo. Tout est modeste, avec un
débit modeste. Mais il y a 300 mètres de dénivelé sur 9 km de longue. Donc c'est un ruisseau parfait pour l'aménagement des parcs, car c'est un ruisseau de cascade. Et donc on va regarder les 4 projets sur lesquels j'ai travaillé depuis 20 ans. Et j'ai joué de différents rôles dans ces projets. J'étais paysagiste classique pour faire un parc, mais j'ai aussi été urbaniste. Je fais un plan pour les villes. Et le 4e projet, c'est dans le futur. Donc c'est intéressant parce que la ville d'Oslo pousse rapidement et 100 000 personnes vont vivre autour de ce nouveau parc, système de parc. Ce grand système de parc vient d'une toute petite source éternelle qui ne se dessèche jamais. Ici, il y a une semaine, avec les paysagistes parisiens en visite. Je vais donc parler des 4 projets auxquels j'ai participé dans des différentes phases le long de ce ruisseau. Le premier est le parc de Bjerkedalen, qui se trouve entre les côtes 115 et 135 mètres, en possession d'amphithéâtre orienté plein sud. Les banlieues ont poussé comme des champignons après la Seconde Guerre mondiale à Oslo aussi. Il y avait une grande crise de logement, comme d'ailleurs, et avec les bâtiments du centre-ville étaient trop insalubres. Les ruisseaux sont busés et les vallons remblayés de terre argileuse qui viennent des excavations des chantiers de construction des années 50 et 60. Lorsque nous avons commencé ce projet il y a 10 ans, nous avions en face de nous un vallon castré. Le cours d'eau était enterré à 7 mètres sous nos pieds. L'asphalte était de mauvaise qualité, la pelouse désolante, des lignes électriques, des clôtures, des pignons sans fenêtres empirent encore plus le tableau. Et je vais vous montrer comment nous avons créé un nouveau parc et un écosystème à partir de cette misère. Donc cette image, et après, il y a une semaine. Et la méthode, ose dire scandinave, je suis pas sûr, d'aménagement, mais est beaucoup basé sur la participation des habitants. Ils voulaient un kiosque, des bancs, des fleurs, de l'eau, des fontaines. Ils voulaient un parc aussi beau que les grands parcs du centre-ville, et pas seulement de la végétation délaissée entre les autoroutes, les chemins de fer et les entrepôts. Donc, nous avons planté des arbres au rythme des bâtiments pour que chaque appartement aurait une vue sur le parc. Et les femmes étaient très sceptiques là, en regardant, parce que j'avais proposé de planter plus, mais parce qu'elles avaient raison, parce que j'avais gâché leur vue vers le parc. Donc c'est bien la participation, justement. Il ne faut pas oublier ça. Bon, qu'est-ce que c'est nouveau dans ce parc qui ressemble à un parc du 19e siècle? Parce que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire quelque chose droit quand il s'agit d'un parc. Parce qu'on est toujours dans le 18e siècle un peu, par rapport au dessin souvent. Parce qu'il veut que ça soit mou, les lignes. Il ne veut pas des lignes droites, surtout pas des Scandinaves. Donc, il y a 3 choses, je pense, que c'est intéressant. C'est bien évidemment le ruisseau qui revoit la lumière du jour après 60 ans. Numéro 2, c'est un barrage de 15 mètres de haut a été enlevé pour laisser entre le soleil et l'air froid de passer. L'air froid passer, c'est quelque chose que j'ai compris après.
Et puis, numéro 3, c'est que ces bâtiments des années 60 sont presque complètement intégrés dans la composition du parc. D'abord l'eau. Il y a 3 séquences naturelles avec un canal au milieu, parce que j'essaie de faire un peu, intégrer l'art du jardin un peu. Et un grand plan d'eau pour accueillir les poissons. Souvent, en Scandinavie, on n'a pas le droit de dire que quelque chose est bon. Il faut toujours trouver une excuse pour faire de belles choses. Oui. Il faut certainement pas dire que quelque chose est bon, parce que je ne sais pas. Bon, alors l'autre, ce sont ici, vous voyez les chemins qui différencient un parc d'un paysage culturel. Il y a 1300 mètres de nouveaux chemins ont été dessinés dans une hiérarchie de larges promenades le long d'eau et aux petits sentiers autour sur les galeries. Et bien sûr, la verdure, c'est important. Nous avons planté 150 arbres le long de l'eau et 50 arbres sur des tapis de plantes vivaces sur les versants. Et il y a 1 hectare de pelouse et 1 hectare de fleurs sauvages sur les pentes escarpées. Et il y a aussi une conception d'éclairage par Hughes qui souligne bien la composition du parc. Et ici, vous voyez que le parc des bâtiments forme un élan de 8 hectares. Les 12 bâtiments sont maintenant intégrés dans le parc. Et le parc n'est pas les miettes entre les bâtiments. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant. C'était important pour moi de comprendre que c'est un espace plus grand qu'on a eu, nous, pour faire le parc. Parce qu'effectivement, on a eu uniquement le moitié par rapport à la bordure du projet. Et il y a 4 acteurs aux 4 niveaux qui ont rendu ce projet possible. C'est l'arrondissement de gauche, et qui est Cicel, c'est aussi l'auteur de ce livre avec moi. La ville, après, et puis c'est l'association de ruisseaux, parce que chaque des 12 ruisseaux à Oslo ont une propre association. C'est charmant. Et lui, il est né ici, il y a presque un siècle, justement. Et puis, l'État. Il est né dans les années 20, et c'est bientôt des années 20 encore. Il y a quand même un travail colossal de nivellement pour rouvrir ce ruisseau. C'est pas rien. Il y a 16 000 mètres cubes qui ont été formés. Ici, il y a des fondations d'un des 4 ponts. Et voilà, un matin de février, dans un froid glacial, en 2012, on a enlevé 23 arbres pour le faire replanter plus tard. Et puis on a enlevé les tuyaux, l'asphalte ont été enlevés et on va voir comment c'est. Depuis les bâtiments, on avait une bonne vision d'ensemble de 4 hectares de boue à laquelle on a ajouté du sable et de matière organique pour en faire une bonne terre pour le parc. Après plus de 50 ans, enfin, le ruisseau Ovine revoit enfin le jour. Et tout de suite, l'air froid a échappé et l'eau, qui tient peut-être à plus 4 degrés, a dégelé le vallon. Même au milieu de l'hiver, quand il fait moins 10 et moins 15, l'eau courant de gel. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris. L'eau change le climat pour le meilleur. C'est une observation qui est plus forte que j'aurais pu m'imaginer.
Sur plus qu'1 kilomètre de nombreux chemins et des espaces sont dessinés et réalisés. Le parc a été utilisé avant sa livraison pour des raisons politiques. On a eu une grande sécheresse en été 2014, ce qui fait que le parc n'a pas été vraiment vert avant l'automne 2015. Il faut en général compter, je dirais, 5 ans de pousse végétale avant d'avoir une sensation de parc. Beaucoup de latin s'écarquillent les yeux quand je dis que je viens de la Norvège, qu'il fait beaucoup trop froid là-bas et inhospitalier pour y vivre. Mais on a parlé de ça, Béatrice. Mais je pense qu'on doit accepter là où on est, où on vit, et célébrer la vie, nous aussi. On doit assumer sa vie. En Scandinavie, surtout en Norvège, en Suède, en Finlande, la Russie et au Canada aussi, nous célébrons l'hiver. À Oslo, les parcs sont utilisés autant en hiver qu'en été, particulièrement quand le soleil est de retour plus fort en février-mars. Le patinage est très populaire pour les petits et les grands, surtout pour le père. Pour les enfants, c'est un parc d'hiver de luge aussi. Ils peuvent dévaler et remonter la pente des heures et des heures avant que les parents les appellent pour manger. Plus c'est pentu, mieux c'est. On n'a pas mis un seul mobilier de jeu dans le parc. Non, les enfants doivent trouver leur jeu tout seuls et jouer avec les choses qu'ils trouvent le long du ruisseau. Donc ça, maintenant c'est la politique scandinave là, qui arrive. C'est ça le meilleur aire de jeu du monde. Nous avons dessiné une plage avec un bassin de 3 mètres de profondeur pour les poissons, et c'est pour se baigner, où les enfants peuvent apprendre à nager, et surtout les enfants des immigrés qui ne savent pas nager. Donc c'est aussi un programme d'intégration. Parce qu'il y a 600 personnes qui se noient tous les ans en Norvège. Il y a 150 qui se tuent dans la circulation. Donc vous voyez la différence. Comme l'eau prend sa source dans les forêts de Résinon, elle est très fraîche. Même pour ces vikings-là. Le département d'eau et de l'assainissement a réparé, après réouverture, 30 déversoirs non réglementés qui coûtent plus que le parc, de sorte que l'eau redevienne propre. Donc ça, c'est très bien comme méthode, justement, parce que personne aujourd'hui accepte la pollution. Et il y a 200 personnes qui téléphonent à la directrice de l'État tous les jours. Donc il trouvera 4 millions d'euros pour réparer les défauts. Aujourd'hui, nous nous baignons dans cette eau et les poissons y vivent. Donc c'est ça notre stratégie, de rouvrir d'abord le ruisseau et la purifier après coup était la bonne. Sinon, il n'aurait jamais vu le jour. Et puis, il y a aussi une manière pour nous. On peut planter, il y a des plantes. C'est les plantes et l'eau sont les outils formidables pour les paysagistes, pour tout le monde. Mais ici, les iris purifient l'eau avec le courant et les rayons du soleil et des petites cascades. Bon, il ne faut pas frimer avec... Je ne sais pas si la Norvège peut frimer de quelque chose, mais peut-être une chose que je pense, c'est peut-être toutes les mesures pour aider les poissons à remonter le courant. Oui, parce que 2 jours après l'ouverture de cours d'eau, en plein milieu de janvier, les poissons sont revenus. Ils se sont rejetés de la forêt.
Et peu de temps après, ces poissons ont bien grossi dans le grand étang. La pêche urbaine a explosé. Et on y pratique, comme on dit en français, j'imagine, le catch et le release. C'est quelque chose de nouveau depuis 5 ou 10 ans, qui a explosé maintenant. C'est ça la pêche urbaine qui est moderne maintenant. Donc ça change les parcs beaucoup. Ça change beaucoup de vision parce que le poisson, l'eau propre, c'est une espèce de marqueur pour la bonne vie. Il y a toute une culture de pêche à mouche qui se sont développées autour de ces cours d'eau. Et donc il y a chaque mouche des rivières pour chaque. Donc ça c'est pas la triche, c'est les mouches pour les truites dans ce ruisseau. Un autre aspect est le design universel des promenades, le PMR, c'est ça en français. C'est une pente au 20e. Des bancs sont placés le long de la grande promenade. Il y a 80 ans qui séparent ces dames et ces garçons, qui sont assis côte à côte. Il y a une pierre locale. Il y a une granit rose d'une ville à côté, de Drammen, qui donne une belle teinte au parc. Ici, on voit clairement la différence entre l'asphalte gris d'avant et le stabilisé rouge d'aujourd'hui, parce que le stabilisé, ça donne une sensation d'être dans un parc. Donc c'est pour ça que c'est important les matériaux. Et c'est bien aussi d'amener la géographie dans le projet par les matériaux. Rien qu'on parle de ça aujourd'hui, justement. Ce n'est pas une pierre de Chine ou de l'Inde, c'est une pierre locale. Nous avons planté plus que 40 000 plantes vivaces, des bandes larges, impressionnantes à l'échelle du parc, parce que, après tout, c'est agréable avec les couleurs fortes. Et on ne doit pas oublier la beauté des fleurs, particulièrement pour nous les gens du Nord, après un long hiver froid et sombre. Il y a quelquefois plus que 100 jours de gel. Donc je veux vous dire que quand le premier perce-neige arrive, tout le monde est content. L'érable plane, l'arbre phare de cette région. En anglais, on les appelle les érables norvégiens, nous sommes très fiers. Pour nous, les Scandinaves, ce sont les plus beaux arbres au sud de Scandinavie, parce qu'il est bon en toute saison, surtout quand il vire en orange flamboyant, ou presque flamboyant, en octobre. À droite, c'est un mérissier vers la couleur rouge. C'est une photo il y a une semaine. Ce petit parc a attiré beaucoup d'attention. Une maquette a donc été réalisée après coup. Ici, on voit clairement que le pavillon est composé comme une orangerie. Pas pour les plantes, comme dans le XVIIe siècle, orienté vers le sud, mais non, pour les gens qui veulent profiter du soleil couchant de l'ouest du XXIe siècle. Une image de drone montre bien aussi l'amphithéâtre sur le toit. Et il est devenu, ce amphithéâtre, un lieu de rendez-vous naturel pour les activités en plein air du quartier. Il est aussi naturellement le lieu idéal pour recevoir les prix que nous aurons gagnés plus tard avec ce parc. Une dame, c'est une vraie histoire, nous a dit, non, on l'a écouté dire, parce qu'on était à côté d'elle, sur on était là, nous. Elle a dit que sa vie avait complètement changé avec ce nouveau café, car auparavant, elle devait parcourir plusieurs kilomètres pour prendre un verre de vin blanc. C'est ce qu'elle a dit.
ou une tasse de café. Dans un endroit agréable en ville. Donc c'est peut-être 3 km ou 7 km pour aller au centre-ville. Donc j'aurais jamais pu dire ça moi-même avant. Je n'avais pas compris que c'était si fort. Et on a discuté un peu ça avant parce que c'est aussi quand même 50 ans d'observation dans ce parc. 30 ans de travail. On essaie de mettre les promenades larges, d'avoir cette eau naturelle, de planter les meilleures essences, des plus beaux arbres, les plus belles arbustes, des plantes. Donc c'est vrai que j'ai mis tout mon savoir-faire dans ce petit parc. C'est rare qu'on ait un chef de faire un parc comme ça. Parce que ça fait partie il y a le parc de l'arrondissement de banlieue. Donc il y en a 4 arrondissements qui ont eu un nouveau parc. On va descendre parce qu'il y a 4. Maintenant, on a vu numéro 1. On va descendre en numéro 2. Et là, il y a un pièce d'eau de rétention, de sédiments. Et je pense que c'est le Teilwerksdammen. Je pense que c'est le lac de la Tuilerie en français. Pour fabriquer des tuiles pour le toit. Entre numéro 1 et 2, c'est l'endroit le plus polluant du pays, parce que c'est le plus grand échangeur d'autoroutes du pays. Il y a beaucoup de problèmes avec de l'eau, justement, donc c'est pour ça qu'on va dire il faut qu'on fasse quelque chose de grand pour résoudre ce problème. On n'arrive pas de résoudre, on ne trouve pas tous les problèmes souterrains. C'est impossible, c'est trop compliqué. Sous une spaghetti de autoroute. On joue Los Angeles, et puis c'est pas une grande ville du tout. Donc, au nord, vous voyez un peu des autoroutes et tout ça. Donc, ce projet, c'est une étude. C'est la qualité de l'eau était très mauvaise. Et puis, on voulait faire quelque chose de grand. Donc, ce lac, nous voulions faire quelque chose de vraiment grand pour contrer toutes ces surfaces d'asphalte. Et une grande pièce d'eau a été notre réponse, qui marche bien avec les problèmes de sédiments, parce que ça demande beaucoup d'espace. Et puis, comme c'est l'endroit le plus moche du pays, personne n'a protesté. Parce qu'il y a personne qui y vivait. C'était quelque chose derrière, c'était dans l'arrière-cour. On ne voulait pas le voir. On ne voulait pas assumer ce paysage d'asphalte et d'autoroute, justement. Donc, vous verrez bien que c'était pas très facile de trouver un chemin pour le petit ruisseau, mais on a trouvé un petit joint, justement. La vie se trouve souvent dans les joints, donc j'aime bien les joints. Dans ces joints, je trouve les possibilités de faire quelque chose. Et comme les rivières ou des petits ruisseaux, ce sont une forme de joint, donc j'adore ça. Donc voilà, entre c'est un métro, mais un métro en plein air. Donc c'est pas un tramway qui est beaucoup plus doux. On peut traverser, non? Donc il y a toutes sortes de clôtures autour. Donc c'est pas drôle un métro en plein air, justement. C'est un train. Et puis, oui. Et vous voyez un peu le paysage plus loin. Maintenant, la pièce d'eau est devenue un espace central pour le nouveau quartier. Et vous connaissez quelqu'un d'ici, il y a une semaine. Et c'est devenu un grand étang, presque, et qui change tout. On va descendre.
au troisième projet sur lequel j'étais l'urbaniste. C'est un plan de quartier pour 15 000 personnes qui est en train d'être réalisé au fur et à mesure, sera complet dans 10 ans. Et c'est aussi un travail de presque 20 ans. Donc de faire une nouvelle ville, ça prend peut-être 30 ans. Depuis on a commencé les plans. Et puis c'est un plan vert et bleu. Vous voyez, on descend là, on traverse, et puis c'est aussi la structure est très simple et logique. C'est un petit vallon. On rouvre le ruisseau, comme vous voyez, et il y a un Y là. Si vous avez des yeux, de beaux yeux, on établit 2 structures linéaires du parc aux 2 versants du vallon. Et puis, comme vous faites tous les jours. Mais on réfléchit d'abord sur la trame verte et bleue, ensuite les espaces publics, avec les rues et les places, et enfin aux bâtiments. Pendant l'étude, nous avons découvert un petit ruisseau minuscule, encore plus petit, à l'est, si vous voyez bien. Je peux pas bouger, parce qu'il y a une caméra, donc normalement j'ai envie de courir, mais je n'ai pas le droit. Qui deviendra aussi une petite structure. Comme ça, c'est pas grand, hein, notre structure. Hein. C'est ça va porter toute une petite capitale, hein, cette petite structure. Avant, ce quartier était rempli de concessionnaires de voitures, avec de nombreuses places de parking et des entrepôts, avec des chiens allemands, et c'était affreux. Personne n'y habitait. Hein. Oui, c'était... Comment s'appellent ces chiens? Des bergères. Ouais. C'est très dangereux. Hein. C'est très hostile. Hein. Donc 5 à 7 000 nouveaux logements pour 10 à 15 000 habitants d'ici 2025. Et la démographie d'Oslo croît de 20 000 par an. Donc c'est considérable pour une petite capitale. Et Oslo est devenue une petite métropole internationale maintenant, parce qu'il y a beaucoup de travail, comme vous savez, c'est une économie forte. Donc voilà. Et c'est vrai mais c'est vrai aussi que c'est le clapotement du ruisseau qui transforme complètement ce lieu. Ça change tout, ce petit bruit de ruisseau. Et j'ai pensé qu'on pouvait faire quelque chose de spécial ici. Donc j'ai lancé une avenue avec une cascade pour faire quelque chose qu'on n'a pas vu, je crois. Et bien évidemment, les discussions ont été très difficiles. On pense souvent que je suis fou. 3 personnes, une du département de la planification urbaine, un ingénieur du département de l'eau et moi, nous avons conclu que c'était possible. Car l'ingénieur, il a dit que oui, on doit améliorer la qualité d'eau. Et 2, l'urbaniste a dit oui, on va faire quelque chose de nouveau parce que ce quartier n'a pas d'identité positive. Et puis, plus tard, c'est un autre paysagiste qui a fait le plan du détail. C'est Bjørbeck Olinheim. Une perspective de la nouvelle avenue Glaringveien, c'est 500 mètres de long. Vous voyez à droite avec de l'eau. Et maintenant, c'est vrai que le cours d'eau a fait sensation, même en cet été le plus chaud et sec dans la mémoire des hommes en Scandinavie. Et c'est vrai que c'est assez touchant de voir ça. Ça change tout. Parce que c'est vivant, il y a des oiseaux, c'est tout. Et puis on oublie
on oublie un peu tout ce qui est autour, parce qu'il y a quand même beaucoup de gris autour. C'est un bon départ pour un nouveau quartier. Le quatrième et le dernier projet est en cours et aussi un combat d'économie. Moi, je pense que chaque bon projet est un combat sur quelque chose. Parce que si c'est trop facile, ce n'est pas un bon projet. Je crois. Hein. Il s'agit... il faut pas croire que si la Norvège est très riche, qu'on ne doit pas se battre pour ces projets. Hein. Mais il s'agit de la réouverture aussi du ruisseau dans un parc de sculptures existant. C'est un artiste qui s'appelle Bård Breivik. Et ici, vous voyez que le rouge, c'est le ruisseau en tuyau. Le bleu, notre futur ruisseau. C'est compliqué, ce projet, mais c'est un projet de l'esprit d'un sculpteur des années 80, il y a 30 ans. Donc ça a pris 30 ans avant la réalisation. Et donc, comme paysagiste, j'essaie de mettre en scène ce parc de sculpture. Je ne veux pas détruire l'idée, même des années 80, même si c'est un peu... On n'aura pas dessiné un parc comme ça dans le 21e siècle. Mais donc, j'assume, justement, des années 90 aussi. On dit que un professeur de sculpteur à Oslo a dit qu'il existe 400 parcs de sculpture dans le monde, dans lequel 20 en Norvège. Et le parc de Klosterenga sera probablement le premier parc de sculpture de ruisseau. Je ne sais pas si c'est vrai. Hein. On n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé des autres. Là, par exemple, vous voyez que ici, que l'eau est complètement intégrée dans les sculptures et c'est très compliqué à faire. Donc, je sais pourquoi il n'y a pas beaucoup de parcs de sculpture de ruisseaux. Ça demande énormément de nous. Oui. Et puis, on travaille beaucoup ensemble avec les éclairistes pour mettre en scène la nuit. Vous voyez, c'est une coupe classique, connue, typiquement Oslo, pour faire en sorte que ces 7 kilomètres, on a la sensation d'être à peu près dans le même esprit. On était très fiers parce que le parc de Bjerkedalen a été le premier parc à avoir gagné le Grand Prix d'architecture d'Oslo il y a 3 ans. Et c'est bien mérité aussi, je veux dire. Combien on a travaillé. Tout récemment, nous avons édité un livre sur la création du parc de Bjerkedalen qui sera un manuel d'apprentissage pour les 2 écoles paysages de la Norvège. Oui, c'est possible, vous pouvez la commander. Il est en norvégien. Mais avec un petit résumé en anglais et en français, pour vous. Mais c'est vrai que la moitié du livre sont des dessins et des photos et beaucoup de choses que j'ai présentées aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais citer Chiara Santini, qui est l'historienne de l'art de jardin de Versailles, dans le RER C. Il y a un mois, on a parlé de ce petit livre, elle a dit que tous les parcs méritent qu'on leur consacre un livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, regardez tous le petit livre. En effet, c'est vraiment le parc de A à Z, toutes les phases en fait du projet. Et c'est vrai qu'elle a raison, Chiara. Ça mérite un livre pour chaque projet.
Il n'est pas disponible à la librairie ici. Là, aujourd'hui, on n'en a que 3. Mais après, vous pouvez faire la commande auprès de Rainer. Il peut y avoir des exceptions. Eh ben, merci beaucoup. Écoute, moi qui ai fait la promenade de la forêt jusqu'au fjord, de tous ces projets, j'ai eu l'impression, en arrivant en bas, que tu étais devenu comme un sourcier pour la ville d'Oslo, qui crée complètement la métropole autour de l'eau. C'était formidable. Et je me demandais, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton enseignement à l'école à Oslo, depuis que tu as travaillé autour du ruisseau? Je pense pour les étudiants, c'est très pédagogique. Parce qu'il y a comme une locomotive du projet. Je n'ai pas besoin d'inventer beaucoup de choses. Parce que l'eau s'invente. Parce qu'il y a combien de litres par seconde. Il faut ruisseauter beaucoup de choses autour. Et quand on rouvre un ruisseau, on doit aussi replanter les berges. Il y a toute la question des animaux, des poissons, et puis il faut des promenades, il faut de l'éclairage, il faut des bancs. Donc il y a tout un programme qui va avec. Donc c'est une machine de parc presque, de rouverture de l'eau. C'est pour ça que c'est si... je ne dois pas insister pour de belles choses. Il y a des gens autour de moi qui insistent pour faire des choses. Donc c'est un bon méthode. C'est un bon méthode pour faire des parcs ou des structures urbaines vertes et bleues avec des promenades publiques. Donc il y a 3 belles choses qui vont avec ou qui vont ensemble. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui veulent poser des questions ou des remarques? Alors, on n'a pas de micro-main aujourd'hui, donc il faut se lever. Juste une petite question technique. Est-ce que les parties de ruisseaux qui sont réouvertes aujourd'hui sont reliées au système qui est encore couvert? Ou est-ce que c'était... Oui. Donc, oui, c'est une bonne question parce que c'est très compliqué ça, justement. Parce que pour ce petit ruisseau, on laisse 500, 600 litres au mètre per seconde apparaître, visible. Mais quand il y a des grandes inondations, il va monter jusqu'à 2000 à 3000 litres au seconde. Donc on a gardé le grand tube carré enterré pour prendre le surplus, le débit. Voilà. Et puis, parce qu'il y a un système souterrain par rapport les hauteurs. Donc, on ne peut pas les toucher parce que c'est un système d'un siècle. Donc, c'est vrai qu'on fait un ruisseau pendant. C'est la notion norvégienne. Donc, oui, c'est tout un système. C'est pas si simple. C'est beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Il y a beaucoup de nerfs dans les projets d'eau, parce que tout le monde est un peu oui, qu'est-ce que ça va. Ouais. C'était une réponse? Oui. Ouais. Ouais. Bon, d'abord, pour dire que c'est quand même très intéressant dans la présentation, c'est quand même très intéressant de voir la méthode générale et effectivement la continuité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la continuité dans l'espace et aussi dans le temps. Parce que finalement, la grande continuité, elle est effectivement, tu parles sans arrêt, 30 ans, c'est-à-dire des idées qui mûrissent doucement. Ma question, elle sera cadrée sur le problème de la concertation. Parce que finalement, dès le départ, tu as annoncé que ça avait un rôle très particulier et très important, que c'était un peu une tradition en Norvège de laisser aujourd'hui parler beaucoup les gens sur leur espace. La concertation, pour moi, c'est depuis des années, c'est un peu ma bête noire, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des concertations où il n'y a pas vraiment de concertation. En tout cas, on ne sait pas les monter. On se demande quels sont les résultats. On n'entend que des banalités. Et finalement, c'est une espèce d'argument politique de surface, un vernis qui ne sert pas à grand-chose. Alors, visiblement, toi, tu étais en train de dire « j'aurais pas fait ça ».
comme ça, sans cet apport de concertation. Donc je voudrais savoir, d'un côté, comment cette concertation se fait pour qu'il y ait des apports, et deuxièmement, sur ce projet en particulier, qu'est-ce que tu n'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cette concertation? On a utilisé cette concertation pour faire que le projet sera encore mieux. Parce que, par exemple, le pavillon, qui est très important dans ce projet, c'est un sixième du budget d'avoir le pavillon avec un café. C'était très demandé par les habitants. Et c'est Sissel Andersen, la deuxième, le client qui est architecte de l'arrondissement, qui a joué les cartes bien. Parce qu'elle a invité les associations, elle a aussi des, comment dire, les syndicats pour les habitants, quand on est pour travailler dur ensemble. Donc, par exemple, des plantes vivaces, des bancs. Par exemple, de la notion d'avoir un parc dans les banlieues, parce que, comme on dit les Scandinaves, un parc, ce n'est pas un peu le bourgeoisie du 19e siècle. Pourquoi un parc dans le 21e siècle, ici, dans le banlieue, c'est pas normal. On n'a pas la tradition pour faire des parcs dans le banlieue. Donc ça, c'est important, justement. Surtout les femmes immigrées qui disent, oui, on va avoir un bon parc où on peut être en sécurité. On n'aime pas la forêt. Dans la forêt, il y a des ours et des bandits. On ne sait pas quoi. On n'est pas comme nous, des Norvégiens, on fait des skis. Nous, on peut rester ici, dans notre quartier. Donc, on veut de la sécurité, on veut de la fleur. Donc, oui, on a utilisé tout ça. Parce que c'était une démographie intéressante, parce qu'il y a toutes sortes de gens. Mais il n'y a pas de riches qui habitent là-bas. Je pense que c'est un peu... À Paris, c'est comme des années, comme le département 93, peut-être. Donc, c'est intéressant. C'est un peu la nouvelle Norvège, Oslo, là-bas. Donc, tout ça, c'était intéressant. Donc, on a essayé de faire le mieux. J'essaie de faire chaque excuse pour introduire la qualité. C'était une réponse? Ou presque? Ouais. Partiel. Mais pas, ouais. C'était quoi l'autre? Non, mais ouais. La question c'était comment est-ce qu'on arrive à obtenir ça? Oui, donc et on a carrément dessiné. Donc, elle a fait plusieurs. Sissel Andersen. Mais ce qu'elle dit, que c'est pas les mêmes gens pour chaque réunion. Et c'est surtout les âgés. Puis, par exemple, il y avait une dame qui disait, mais pourquoi vous téléphonez pas à un jardinier pour planter quelques fleurs? Pourquoi tout ça? Parce que c'est pas nécessaire. Ils comprennent pas le processus, ils ne comprennent pas les dessins. Pourquoi dessiner un parc? C'est quoi un paysagiste? Donc, c'est tout ça. Et aussi, l'arrondissement n'avait pas le... comprenait pas que ça coûte 6 millions d'euros et puis il a des factures chaque semaine. Donc, c'était presque une crise. On était presque mis en dehors, c'est quoi? Au Fossparken, c'est quoi? Oui, on était presque renvoyés, hein? Presque un processus contre nous. Mais après, on a oublié tout ça. Donc c'est beaucoup de drame hein, dans ces projets. Les syndicats de rivières d'habitants, ils sont influents pour la maîtrise d'ouvrage, pour ouvrir la rivière dans les quartiers? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces ruisseaux, parce qu'on a peur que les enfants se nouillent, on a peur de la pollution, on a peur de tout, toutes sortes de peurs.
il y a une douzaine d'arguments contre. Donc, je dois essayer de résoudre chaque argument. Et puis, donc, c'est bien. C'est bien avec les associations de rivières. Parce que c'est pas moi qui le dis ou les ingénieurs qui le disent. C'est quelqu'un de la volonté qui a joué. Il a Karsten, là, qui a presque 100 ans. Il jouait dans ce petit ruisseau dans les années 20 et 30. Donc, quand il dit quelque chose, je veux dire que voilà, c'est un respect. Moi, j'aurais bien aimé le parallèle avec la réouverture de la Bièvre. Parce que je pense que le processus a été complètement différent. Et c'est parti des citoyens. Donc, si un jour vous pouviez organiser quelque chose pour reprendre un peu cette ouverture. Et alors, deuxième question, c'est vous avez insisté sur le changement de climat l'hiver, mais pas l'été. Or, généralement, les plantes plus l'eau fait qu'on baisse de quelques degrés la température au moment des canicules. Et puis un dernier point, malheureusement ça a fermé, mais à côté de Limoges, vous aviez le Jardin des Sons, où on avait aussi travaillé avec des gens qui font de la porcelaine, l'idée du son, parce que vous avez beaucoup insisté sur la vue, sur le confort, mais peut-être pas sur les sons. C'est toujours difficile avec 3 questions. Alors, mais c'est vrai que ce projet est bien aussi inspiré par la Bièvre, justement, parce que je travaille avec Charles, justement, d'art qui est à côté de vous, et peut-être plusieurs de bureaux de paysage, mais avec Alexandre Chemetov, et aussi à l'école de Versailles. Donc, tout le monde a travaillé sur la Bièvre. Mais comme Paris était plus urbanisé que Oslo, c'était plus facile de le faire à Oslo. Mais c'est un peu la Bièvre d'Oslo, le ruisseau d'Ovin. Exactement. Mais il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va passer avec la Bièvre aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai un chantier à Gentilly, justement. Jardin de la Paix, Charles. On a travaillé là-dessus, nous. L'autre, c'était le son, le climat. Le climat, oui, vous avez raison. Ça change avec le bon usage de végétation. On fait un espèce de microclimat, je sais pas, qui est très bien contre les canicules. Parce que c'est affreux d'être dans les rues, sur le trottoir sans arbres. C'est presque des planifications de terreur sans arbres. Parce qu'on devient fou. Et puis, c'est le son. Il y a beaucoup de sons des projets. Hein. N'est-ce pas, Béatrice, on a vu, c'est très touchant, justement, des petites cascades. Ça fait quelque chose. Moi, je voulais juste faire une remarque concernant ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'était très difficile de dessiner, de concevoir un nouvel espace, que certains pensaient qu'on pouvait se contenter de planter quelques arbres ou quelques fleurs, comme tu disais. Mais est-ce que, pour remontrer le contexte, est-ce que c'est pas justement l'école d'architecture et du design qui, quelques années, a créé une section de paysage qui a changé la profession de paysagiste en Norvège, en créant justement une section où c'est vraiment la conception, la création de l'espace, influencée par des paysagistes comme toi qui ont eu aussi leur cursus d'étudiants ailleurs, en Europe, en France notamment, qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement des paysagistes, entre guillemets, naturalistes qui interviennent, mais aussi ceux qui créent des nouveaux espaces pour des nouveaux usages. Merci pour la question, Karine. Non, mais c'est vrai que oui, c'est aussi une grande question. Oui, c'est nouveau.
parce que des paysagistes norvégiens ont été formés dans l'École nationale supérieure d'agriculture, section paysage, pendant un siècle. Et il y a 15 ans, on a fait une école de paysage à l'école de l'Archi, section urbaniste. Et puis cette année, on vient d'ouvrir un programme complet dans cette même école. Donc je pense que ça va changer beaucoup de l'espace, qu'il n'y aura pas uniquement une plantation de fleurs et des gazons, des arbres. C'est une question d'espace et une question de la géographie aussi, d'introduire l'histoire narrative de la géographie dans le projet, plus on espère que ça sera comme ça. C'est très populaire, la nouvelle école de paysage à Oslo. On a sélectionné 25 étudiants parmi 750 candidats. Donc c'est extrêmement populaire. Et puis voilà, on a parlé de l'observation et puis c'est vrai aussi que vous pouvez trouver beaucoup de la France ou des Français dans mes projets, je crois. Mais c'est vrai aussi, on a discuté de ça, et c'est pas pour frimer ou pour faire plaisir, mais la France m'a donné énormément de choses. Donc c'est aussi le temps de redonner quelque chose. Il ne faut pas oublier que c'est fort la culture française. Oui, Charles. Bon, d'abord, bonjour et merci pour cette magnifique conférence. Je regrette infiniment qu'on se soit perdu de vue pendant si longtemps. Mais après ce que tu as dit, après ce que tu as présenté comme projet, je voulais te dire mon étonnement, personnellement, de voir un paysagiste tout à fait norvégien. C'est-à-dire que moi, au contraire, ce qui m'a frappé dans tes exposés, c'était que c'était des projets qui n'avaient rien à voir avec nos projets à nous. Qu'il y a une force de la nature et de la situation de ces ruisseaux dans ces endroits-là qui semble avoir débordé de loin toute l'influence que tu pouvais avoir eue formelle en France. C'est-à-dire que j'avais le sentiment en France que tu n'étais pas plus norvégien que ça. Je veux dire, à part l'accent que tu avais, tu nous as pas beaucoup apporté de norvégien. Je veux dire, tu te promenais pas avec le caractère norvégien sur toi, tu comprends. Et par contre, tu étais un paysagiste talentueux, quelqu'un de sensible, qui était extrêmement, calé dans le design et intéressé par la pointe de ce qui se dessinait, quoi, les choses les plus... Oui, les plus performantes. Et là, tout d'un coup, j'ai eu l'impression que dans les dessins que tu nous montrais, dans la maquette même que tu as montrée, et surtout dans les conclusions que tu semblais faire toi-même de ton processus de travail, que finalement, ce qui comptait, c'était ce que tu avais vécu sur place avec la nature qu'il y avait sur place. Ce qui m'a semblé le plus fort, c'était ton histoire sur le climat, l'air froid qui remontait, dont tu avais découvert que... Et ça, je me suis dit, ça ne vient pas de chez nous, quoi, c'est clair. Et donc, en gros, ce qui me semble le mieux, c'est que tu es devenu parfaitement norvégien en revenant chez toi. Je peux ajouter quelque chose là-dessus ? Oui. Merci, Charles, pour le mot, mais là-bas, on dit que je suis trop français. Alors oh, c'est fort. Alors, moi, merci, Rainer. C'est très intéressant comme étant professeur en Suède, enseigner en ce moment à Versailles, de venir à Paris pour écouter quelque chose norvégien. Mais en tout cas, je trouve cette discussion d'école ou de géographie, c'est intéressant parce qu'en Suède, le paysage s'enseigne aussi dans l'université d'agriculture. Mais nous, on a deux endroits, deux lieux. Et un, c'est plus au nord, près de Stockholm, et c'est plus le paysage scandinave. Uppsala,
Et là où moi j'enseigne, c'est dans le sud, près de Danemark. Et c'est plus, c'est une autre école. Je crois que ça a beaucoup à voir avec le paysage où on est situé. C'est plus un paysage agriculturel, ou comment on peut dire. On a beaucoup de lignes droites dans le paysage à notre école. On a beaucoup c'est très différent, quoi. Alors, c'est les deux, l'école d'architecture, l'école d'agriculture, bien sûr, ils font de différents étudiants. Mais aussi, il y a, je crois, la géographie, c'est important, vraiment. Bon, c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques dans la salle, des questions? Sinon, je vous invite tous à prendre un petit verre avec nous, avec Rainer. Et puis, merci encore, Rainer, pour cette présentation. Le mois prochain, donc, on va accueillir Pascal Antel. Ensuite, on va certainement accueillir Basmet, les paysagistes encore francophones. Et puis, dans le courant de l'année, il y aura aussi Georges Descombes qui va venir parler. On attend encore un programme assez intéressant.